Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être connectés sur votre désormais chaîne YouTube TE Media Talk. Merci pour vos encouragements que nous recevons à foison chaque jour. Merci de nous encourager à faire mieux. Merci vraiment pour votre soutien et nous pensons continuer dans le sens que vous espérez, faire en sorte que cette émission s'améliore et soit véritablement la chaîne de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Merci. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec M. Alain Nonga. Alain Nonga, faut-il le rappeler, est d'origine camerounaise. Il est le président de la communauté Mbaye Bassa du Cameroun. Dans la première partie de notre émission, M. Nonga, d'abord, nous a présenté de façon exhaustive sa communauté, son association, et il a exploré les challenges, les difficultés que rencontrait cette association. Aujourd'hui, dans la seconde partie de notre entretien, M. Alain Nonga va donc nous présenter les perspectives d'avenir de son association. Je suis Théo Koupouillon et pour les jaloux et tous mes amis Mumo, j'ai dit il n'y a rien dans la jalousie, hein? Ok? Voilà. Mesdames et messieurs, votre émission démarre maintenant. Maintenant, revenons un peu à votre association. Est-ce qu'il y a à votre sein des programmes pour sensibiliser vos compatriotes sur les droits des migrants? Pas un programme que nous gérons nous-mêmes. Mais ce qu'on fait, on essaie de trouver des partenaires, comme on a dit par exemple African Advocacy Network, où en réalité nos membres peuvent assister à des sessions éducatives et on veut les organiser peut-être une ou deux fois par an. Et ça leur permet de nouer ces relations et après s'ils ont un problème spécifique, ils peuvent aller consulter. L'avantage étant que cette consultation va leur coûter nettement moins cher que d'utiliser un avocat traditionnel. Donc c'est ce genre de partenariat qu'on veut encourager et pour que nos compatriotes et nos membres aient des sources d'informations fiables. Parce que le défi qu'on a ici, c'est avoir des sources d'informations fiables. Que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de l'accès aux services sociaux, que ce soit au niveau de l'éducation, ou bien de l'accès au marché du travail. Il faut absolument s'assurer que nos compatriotes ont accès à des ressources fiables. Est-ce qu'il y a des activités annuelles que vous organisez juste pour réunir tout le monde autour d'un objectif commun? Oui, on a un certain nombre d'activités annuelles qu'on organise. Généralement, on a une fête de fin de l'année où on se retrouve tous pour célébrer la fin de l'année. Et ça se situe exactement en quel moment? Décembre. Généralement, c'est un mois de décembre. Bon. On organise aussi au mois d'août un barbecue où on invite tous les amis, notamment que ce soit d'autres Africains, tous les Africains, ou tous les Camerounais et les amis américains. Voilà. Donc, c'est un barbecue pour faire connaître nos activités. C'est principalement les deux événements qu'on organise. Bon. Maintenant, on a aussi initié des contacts avec certains leaders associatifs dans le milieu des Nord-Américains. Et parce qu'on souhaite vraiment travailler avec nos frères nord-américains. Justement, parlant des Afro-Américains, je veux dire les Américains noirs, quels sont vos rapports, vous, en tant que diaspora africaine ici aux États-Unis? Est-ce vrai qu'ils ne vous acceptent pas du tout?
Je dirais que la réponse va dépendre de l'individu. Parce que, dans la réalité, lorsqu'on regarde à un niveau général, en fait, contrairement à ce que les gens disent, les Noirs américains reconnaissent ils sont attachés à leur origine africaine. Okay. Et on voit un certain nombre d'efforts qui sont faits à ce niveau-là. Par exemple, ils ont organisé des tests ADN là, pour découvrir leur pays d'origine. Ouais. Et beaucoup visitent ces pays. Lorsqu'on voit ce qui se passe, par exemple, dans les universités américaines, les Noirs américains, en fait, collaborent beaucoup avec les Africains. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on va un peu plus bas par rapport quels sont les rapports qu'on a quotidiennement et tout, là aussi, moi, je dirais que dans mon expérience, là où je suis passé, quand j'ai rencontré les Noirs américains, il y avait toujours cette complicité que deux Noirs se rencontrent, quoi. Okay. Donc, moi, je n'ai pas cette expérience où on dit que, par exemple, les Noirs américains n'aiment pas les Africains. Non. Mais il y a une réalité aussi, c'est que le plus souvent, quand on regarde le marché de l'emploi, nous sommes en compétition pour certains boulots, certains types de boulots. Et certains politiciens essaient d'exploiter ça pour créer une voilà, entre les Africains ou bien et les Noirs américains, ou alors même les Noirs américains et d'autres communautés qui viennent d'Amérique latine. Donc il peut y avoir cette tension-là. Et je sais aussi que dans le milieu africain, on a parfois tendance à juger sévèrement nos frères noirs américains en disant qu'ils ont beaucoup de ressources, beaucoup d'opportunités, mais ne font pas d'efforts. La réalité est que ce n'est pas vrai. La réalité est que même s'il y a des ressources dans ce pays, beaucoup de Noirs américains vivent une réalité qui est complètement différente. Parce que nous, quand on arrive ici, quand on regarde la proportion des Africains qui ont l'équivalent de niveau bachelor ou dans licence en Afrique, 35%. Il faut regarder la proportion des Noirs américains qui ont l'équivalent de bachelor, c'est très bas. Or, la plupart de ces gens-là vivent dans un milieu où, généralement, ils n'ont pas vu un parent aller travailler. Le rôle modèle, c'est peut-être celui qui vend la drogue là, au coin de la rue. Voilà. Donc, c'est très difficile lorsque les gens vivent dans ce contexte-là, de les juger, quoi. Mais moi, personnellement, je suis très optimiste par rapport à nos rapports. C'est à nous de développer ces rapports-là et de connaître que il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire, nous sommes confrontés à la même discrimination, même exclusion, et que nous avons beaucoup de choses en commun. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes quand même dans un monde ici où nous sommes exposés très souvent à des catastrophes naturelles surtout. Et il y a quelques années, nous étions confrontés au Covid. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour permettre à vos compatriotes de surmonter tout cela, toutes ces difficultés? Est-ce qu'il y a des actions entreprises à votre niveau pour vos compatriotes? Oui, en fait, on a vécu le Covid. Oui. Mais ce que nous avons fait, en fait, on s'est adapté. Par exemple, au niveau de notre association, on a continué nos réunions. Mais on les faisait par Zoom. Par Zoom, ok. Donc, et puis on avait des séances où, bon, et chacun pouvait trinquer chez lui, mais par Zoom. Okay. Voilà, pour nous adapter. Et il y avait aussi des séances d'éducation pour bien comprendre est-ce qu'il faut prendre le vaccin. On avait ce genre de discussion. Ouais, pour que les gens soient informés avant afin de pouvoir faire un choix personnel, mais avec la bonne information. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a eu certains qui ont été atteints par cette maladie, par le Covid? Dans notre, oui, pas nécessairement pendant la période où vraiment ça, parce que on était à peu près isolés. Moi, personnellement, par exemple, j'ai eu le Covid en 2022, parce que j'avais assisté à une convention des ambassades d'Amérique du Nord au Canada.
Alors, je suis rentré avec le Covid. La même chose, il y a d'autres conventions. Atlanta en 2024, je suis rentré avec le Covid. Donc, en réalité, le Covid est toujours là dehors. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a le vaccin. Donc, ça a tenu le fait. Et dans mon cas, parce que j'avais pris le vaccin, effectivement, les effets ont été atténués. Mais oui, il y a eu des cas, oui. Alors, quand vous apprenez qu'un de vos compatriotes est sinistré, quelle action vous entreprenez pour venir à son secours? Et généralement, ça dépend du type de problème auquel le compatriote est confronté, quoi. Mais comme je disais, on a eu des cas aussi, on nous a appelés, on dit que voilà, il y a votre compatriote qui est là, qui est dehors. Qui, en général, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui se porte volontaire pour l'aider. Et ça peut être passé en attendant de trouver des ressources. Parce que le problème souvent, il y a des ressources qui existent. Mais il faut les orienter, le compatriote vers ça. Donc il y a toujours quelqu'un qui se porte volontaire. Et parfois, on peut payer de façon volontaire l'hôtel. Mais on n'est pas encore à un niveau où, par exemple, on a un fonds qui est prévu pour ça. Donc c'est un peu géré au cas par cas. Donc c'est un peu la limitation qu'on a aujourd'hui. Alors tout à l'heure vous avez parlé d'éducation. Vous avez dit que c'était un volet très important. Comment l'éducation influence-t-elle, la vie de vos compatriotes, spécifiquement, je veux dire? C'est vraiment un élément clé pour l'intégration aux États-Unis. Parce que, comme je disais, en réalité, beaucoup d'Africains, quand ils viennent ici, ils sont beaucoup plus éduqués que l'Américain moyen. C'est une réalité. Bon. Maintenant, ils vont être confrontés au fait que, comme j'ai dit, il y a les discriminations de la couleur de la peau. Il y a les discriminations dues au fait que les diplômes qu'ils ont en Afrique ne sont pas vraiment reconnus, sauf dans certains domaines bien spécifiques comme la technologie. Parce que tu es ingénieur informaticien, en général, à partir du moment où tu sais faire ton travail, tu vas trouver du boulot. Bien sûr. Bon. Mais si tu es médecin en Afrique, ou bien tu étais infirmière, tu étais enseignant, quand tu arrives ici, il faut faire une certification. Bien sûr. Voilà. Donc, généralement, quand ils arrivent, ils n'ont pas vraiment accès à un travail qui correspond à leur niveau. Donc, il faut faire un réajustement vers le bas. Donc, c'est une difficulté. Psychologiquement même, ça peut être un problème. Donc, c'est qu'on essaie, en fait, on a cette conversation souvent avec nos compatriotes qui viennent d'arriver, de leur expliquer que il faut être flexible. C'est-à-dire, tu dois trouver le boulot que tu peux, ça peut être security agent, ça peut être travailler dans un mall, ça peut être autre chose, mais ne perds pas de vue. Et inscris-toi, par exemple, à un community college pour avoir un vernis américain qui va t'ouvrir les portes de la vie professionnelle. Et avec ton background, très vite, tu vas te distinguer. Parce que tu as les bases qu'il faut pour comprendre tout ça. Donc, au niveau éducatif, c'est cette flexibilité-là qu'il faut. C'est-à-dire accepter peut-être, et surtout ne pas se laisser emporter par le premier boulot que tu as. Parce que parfois, le danger, c'est que les gens veulent faire beaucoup d'argent. Donc, ils vont faire plusieurs shifts parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Et quand tu entres là-dedans, tu n'as pas le temps d'apprendre. Et te remettre à un niveau qui va te permettre d'utiliser les compétences réelles que tu as. Donc, et sur le long terme, ça peut être préjudiciable. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on essaie de donner aux gens. Ne vous laissez pas emporter par le désir d'avoir beaucoup d'argent dans ce petit boulot d'entrée qui vous empêche de faire des formations qui vous permettent d'utiliser vos formations de base que vous avez en Afrique, mais maintenant avec un diplôme ou une certification américaine qui vous permet d'entrer, qu'on vous ouvre la porte. Donc, en plus de l'éducation, est-ce qu'il y a d'autres voies pour le nouvel arrivant de s'intégrer facilement dans le système américain? Oui, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la clé c'est
le réseau. C'est-à-dire, il faut intégrer le réseau. Et ce que je dis souvent, c'est bien de rejoindre ses compatriotes. Le réseau, vous parlez de... Oui, c'est-à-dire, il faut se créer un réseau, quoi. Okay. C'est-à-dire, quand on arrive, c'est bien de rejoindre ses compatriotes. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Ça veut dire que si tu es, par exemple, croyant, pratiquant, quand tu vas dans ton église, essaie d'intégrer le groupe. Il y a des groupes d'études bibliques, il y a des volontaires, et c'est quelque chose qu'on néglige souvent. Le volontariat aide beaucoup, parce que ça te permet de rencontrer beaucoup de gens. Voilà. Donc, il faut se construire ces réseaux-là. Là où tu vas à l'école, même si c'est pour apprendre l'anglais au début, essaye de nouer des relations avec d'autres personnes. Ça peut être d'autres immigrés, mais ça peut être aussi ceux qui donnent des cours là-bas. Ça peut être ceux qui assistent les immigrés et ces organisations-là. Voilà. Et effectivement, là où tu vas à l'école ou à l'église, essaie d'aller au-delà de ton milieu d'origine. C'est-à-dire d'autres Africains, des Asiatiques, des Américains. C'est quand tu construis ces réseaux-là, ça te donne une certaine résilience parce que lorsque tu es confronté à un problème, il faut savoir que beaucoup d'autres ont eu un problème similaire. Et le fait de pouvoir en parler aux gens, généralement, il y a des solutions. Ils vont te suggérer des solutions. Donc je pense que c'est clé, c'est un élément clé de se construire un réseau. Voilà. Le réseau, Donc, pour récapituler, quand on parlait de réseau, d'abord, quand on arrive, il faut chercher la communauté. Il faut chercher... Il faut pas négliger la communauté, parce qu'il y a des choses que seule la communauté peut faire. Justement. Voilà. Et beaucoup de gens font de l'erreur, disent, moi, je veux pas m'associer avec les Africains, sont ceci, sont cela. En général, c'est une erreur. Parce qu'il y a des choses que seuls les Africains vont t'aider à les résoudre. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Voilà, c'est très important d'insister là-dessus. En ce qui vous concerne, je vais dire la communauté Bassa, il faut que je rencontre cette communauté-là. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme, vos perspectives d'avenir? Oui, la réalité est que notre association, l'objectif, comme on l'a dit, c'est déjà créer des liens de solidarité entre nous. Deuxièmement, permettre aux membres de notre communauté de s'épanouir aux États-Unis et nous permettre aussi d'avoir des actions positives au pays. Donc c'est ça notre objectif. Bon, maintenant nous sommes conscients que pour y arriver de façon efficace, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on crée des alliances, il faut qu'on travaille avec d'autres. Bien sûr. Et notamment avec d'autres organisations, mais aussi des entreprises. Bien sûr. Des entreprises, des fondations et les partenaires privés. Parce que ce que les gens négligent souvent, c'est que en réalité, tout le monde admire que bon, les Asiatiques, ils ont des centres culturels, et ils ont ceci, ils ont telles ressources. Mais lorsqu'on fait des investigations, on s'aperçoit souvent que ces trucs-là, en fait, c'est des privés qui les ont. Bien sûr. C'est des personnes privées qui mettent. Il y a quelqu'un qui, par exemple, va acheter un immeuble, transforme ça en un centre culturel. Il ouvre ça à ses compatriotes, mais il fait du business. Donc c'est cette alliance-là qui fait que les gens prospèrent, mais en même temps, la communauté est aidée, la communauté a des ressources. Donc, c'est le même état d'esprit que nous devons adopter au niveau des Africains, c'est-à-dire favoriser l'entrepreneuriat et l'alliance des associations communautaires avec ces entrepreneurs africains. Par exemple, si tu vas acheter une maison, donne à ton frère africain l'opportunité qui est dans l'immobilier, l'opportunité de t'aider, à condition qu'il soit professionnel. C'est-à-dire, s'il est professionnel, donne l'opportunité de t'aider. Parce que il va te donner des informations et en même temps, tu es en train de permettre à un Africain de prospérer et de réussir dans ce pays. Quand tu prends une assurance vie, donne l'opportunité à un Africain qui est dans le domaine d'avoir ce business-là, à condition également qu'il soit un professionnel. Donc c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, les professionnels africains, nous devons traiter nos frères avec professionnalisme. Et nos frères doivent nous donner la priorité parce que lorsqu'ils ont un choix où tout est égal par ailleurs, bien sûr,
ils doivent choisir l'Africain. Okay. Monsieur Nyonga, à la différence, j'allais dire au contraire des Asiatiques, hein, quand les Africains viennent ici aux États-Unis, ils ont juste dans leur tête de travailler, se faire de l'argent et retourner dans leur pays. Et si bien que ils ne s'intéressent pas très souvent à tout ce qui est américain, je vais dire au système en tant que tel. C'est-à-dire, ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas vraiment. Voilà. On ne voit nulle part aucun Africain. Même pour aller faire justement sa carte d'identité, ne serait-ce que sa pièce d'identité à DMV, tu vas être confronté aux Asiatiques, aux Philippinos. Les Africains sont absents. Pourquoi cela? Enfin, je pense que c'est pour des raisons historiques. C'est que beaucoup d'Africains, quand on regarde l'évolution de l'immigration africaine, dans les années 50, 60, c'était les gens qui venaient ici faire des formations et aller être cadres dans leur pays. Et quand tu partais, même la famille insistait pour que tu reviennes. Bien sûr. Parce que le fait d'avoir fait cette formation te donnait beaucoup plus de chances de réussir au pays. Et cette mentalité, c'est même nous, lorsqu'on a fini nos études en France, par exemple, nous tous, nous aspirions à rentrer. Ouais. Bon. Mais lorsque tu rentres maintenant dans la vie professionnelle, tu te maries, tu commences à faire des enfants, tu te rends compte que le retour n'est plus aussi simple. Okay? Donc, mais j'avoue que les choses sont en train d'évoluer. Okay. Et bon, la perception où on pense qu'il y a les Mexicains s'intègrent, les Asiatiques, comme j'ai dit, il faut ramener ça aux justes proportions. C'est-à-dire? L'immigration africaine, les immigrés africains représentent 5% des immigrés. Moins de 5%. Les Asiatiques représentent 16 à 18%. Et les Sud-Américains, à peu près 50%. Donc, la chance de rencontrer, c'est la chance, la probabilité surtout, de rencontrer quelqu'un d'origine africaine à l'immigration est beaucoup plus faible que de rencontrer un Chinois et un Asiatique, parce qu'ils sont beaucoup, mais numériquement sont plus nombreux. Okay. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une question de pourcentage? Je pense que c'est une question, ce n'était pas vrai il y a un certain temps, c'est-à-dire il y a peut-être une dizaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est une question de pourcentage. Il faut aller, par exemple, dans les régions où il y a beaucoup de concentration d'Africains. Par exemple, Washington, D.C., Houston. Vous allez voir qu'en fait, dans la police, dans les administrations, il y a beaucoup de gens d'origine africaine. Okay. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Là où peut-être il va falloir qu'on mette l'emphase, c'est qu'il faut que consciemment, nous commençons à agir pour être dans tous les milieux. Ça veut dire que il faut que les Africains, au niveau politique, soient présents dans tous les partis politiques aux États-Unis. Bien sûr. Les républicains, les démocrates. Il faut que les Africains comprennent comment est-ce qu'on se constitue un patrimoine aux États-Unis. De façon délibérée. Ça veut dire que même si tu penses rentrer, comme je disais, assure-toi que tu as mis en place un certain nombre d'éléments qui te permettent de constituer un patrimoine. Okay. Et le premier de ces éléments, comme en dehors de la formation et de trouver un boulot stable, c'est d'avoir une maison. Okay. Voilà. Une fois que tu as la maison ici, parce que beaucoup d'Africains, en réalité, pensent que la première priorité, c'est d'aller construire en Afrique. Ouais, ça c'est vrai. Ça ne devrait pas être la première, parce que tu ne vis pas en Afrique. Ouais. Okay? Tu ne vis pas dans ton village. Bien sûr. Bien sûr. Et la maison que tu construis là-bas, c'est immobiliser les capitaux. Ça c'est vrai. Tu vis ici. Donc, la première priorité, ça doit être acquérir ici. Ouais. Et dans beaucoup de régions aux États-Unis, quand tu acquiers une maison, après 5-6 ans, tu as déjà une plus-value qui est conséquente. Donc, il faut que nous soyons très délibérés par rapport à ces éléments-là pour regarder ce qui se passe autour de nous. Bien sûr. Et éviter les Asiatiques pour nous constituer un patrimoine. D'accord. Est-ce que vous avez des préoccupations particulières concernant cette association que vous voudrez bien lancer à vos compatriotes ici? Nous pensons, et si vous allez sur notre site, vous allez voir, nous pensons qu'en réalité,
c'est très très important de connaître sa propre culture. Parce que lorsqu'on connaît bien sa propre culture, on respecte mieux la culture des autres. Bien sûr. Et on est plus à même de collaborer. Et d'ailleurs, notre motto, c'est Together, we go further. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qu'on applique au sein de l'association, mais aussi avec les autres associations d'autres communautés. Oui, c'est-à-dire, c'est pour ça que nous sommes très ouverts au partenariat, parce que nous sommes conscients du fait que c'est en travaillant ensemble que nous pouvons en fait résoudre les questions essentielles de nos aspirations aussi aux États-Unis. Parce que au finish, quand on regarde en réalité, la communauté immigrée africaine n'est pas très différente des autres communautés. Bien sûr. Comme j'ai dit, nous aspirons à avoir une vie réussie ici, professionnelle, sociale. Nous aspirons à pouvoir participer au développement de nos communautés d'origine. Et nous aspirons à pouvoir peser sur les questions essentielles qui touchent nos communautés. Ça veut dire qu'il faut que nous intégrons aussi, par exemple, pour pouvoir influencer les politiques des gouvernements américains, par exemple, vis-à-vis des Africains. Donc, nous, on a le même type d'aspiration. Le problème maintenant, c'est de s'organiser pour compter. Voilà. Donc, si je peux dire, en termes de challenge que moi, je peux lancer à nos compatriotes africains, est que lorsqu'on regarde, en fait, ce qui limite nos possibilités ici, c'est le gap entre nos compétences professionnelles et la motivation que nous apportons dans nos initiatives communautaires. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu as une organisation communautaire, cette organisation a besoin de 3 catégories de dirigeants. L'organisation, au niveau opérationnel, a besoin de gens qui sont compétents et motivés. Voilà. Si tu as des gens qui sont compétents, ne sont pas motivés, ils ne servent à rien. Parce qu'ils ne vont pas contribuer. Si tu as des gens qui sont motivés, ils veulent peut-être avoir des idées, mais rien ne suffira parce qu'ils sont incapables de les implémenter, de les mettre en œuvre. Donc c'est la première catégorie. Il faut que dans votre équipe dirigeante, vous ayez cette catégorie compétente et motivée. Bien sûr. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont capables de vous apporter des ressources financières ou de mobiliser ou de trouver, de développer des stratégies pour avoir des ressources financières. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui vous permettent d'élargir votre réseau. Donc, d'élargir, soit si vous servez une certaine communauté, les gens que vous servez, tout ça, qui permettent de gagner le réseau. Donc, c'est les 3 éléments. Et généralement, c'est très difficile dans nos associations de les associer. C'est-à-dire, parfois, on a un dirigeant qui est motivé. Bon, si on a la chance que ce dirigeant est compétent aussi, et peut trouver les ressources, généralement, et il y a des ressources financières, généralement, pour aller loin. Sauf qu'il y a maintenant une dépendance sur un individu. C'est-à-dire, si le président, ce dirigeant n'est plus là, l'association tombe. Si vous avez la chance d'avoir un dirigeant qui est motivé et compétent, vous allez démarrer, vous allez faire des choses. Mais vous ne pouvez pas vous développer. Parce qu'il va être saturé. Il n'aura pas la bande passante pour vous permettre d'aller au niveau suivant. Donc, le défi qu'on a aujourd'hui, nous les Africains, parce que, comme je disais, les Africains sont mieux éduqués que, quand on regarde le pourcentage, que beaucoup d'autres communautés. Notre défi, c'est apporter nos compétences professionnelles et nos motivations dans nos initiatives communautaires. Parce que beaucoup d'Africains agissent comme si, quand il s'agit des initiatives propriétaires et communautaires, ils laissent devant la porte toutes leurs compétences. La quête de l'excellence, la quête des résultats, ils laissent ça à la porte. Donc, ils négligent l'initiative communautaire, ils ne donnent pas le temps qu'il faut, ils ne donnent pas, ils n'investissent pas ce qu'il faut. Et tout le monde se plaint que on n'est pas pertinent. C'est-à-dire, on n'a pas de pertinence, on n'est pas efficace. Donc, c'est le défi que nous avons.
apporter notre motivation et nos compétences professionnelles dans nos initiatives communautaires. Justement, sur ce point, quel est le rôle de la diaspora camerounaise dans le processus de développement de votre région Bassa et puis du Cameroun de façon générale? La diaspora camerounaise, en fait, il y a eu des études qui ont été faites. Il a un rôle très important. Premièrement, par le fait que nous envoyons beaucoup d'argent au pays. Donc, il y a beaucoup de familles qui vivent grâce à l'argent qu'envoie la diaspora. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de nos compatriotes qui créent des business, qui commencent à créer des business en Afrique, au pays, donc au pays. Bon. Mais il y a quand même un certain nombre de défis. C'est que quand on n'est pas sur place, c'est très difficile. Ouais, c'est vrai. C'est très difficile parce que dans beaucoup de nos régions, les gens n'ont pas la perspective de long terme. Ça veut dire que si tu mets quelqu'un là pour diriger ton business, tu n'es pas là. S'il peut tout bouffer et diriger le business, il va le faire. Quitte à ce que lui-même perd son emploi. Donc, ce qui fait que les gens qui arrivent à réussir, c'est les gens qui en réalité se mettent disponibles. Ça veut dire qu'ils sont sur place et ils peuvent s'occuper de leur business de temps en temps, ils viennent ici. Mais si tu vis pratiquement ici, par exemple, tu as un boulot ici et tu essaies d'investir en Afrique, c'est extrêmement difficile. Compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ok. Alors, Monsieur Nonga, vraiment, j'ai été très, très, très heureux de vous recevoir ici. Alors, je pense que pour terminer, je vais vous demander quand même de vous adresser à vos compatriotes. Juste un mot de fin. Oui, donc merci déjà pour l'opportunité d'avoir ce dialogue, parce que c'est très très important pour la diaspora africaine de se parler et surtout de regarder ensemble les difficultés, les challenges que nous avons pour nous intégrer ici aux États-Unis. Et je pense que ces échanges vont nous permettre d'avancer, de faire des progrès dans notre désir de nous organiser davantage. Et à mes compatriotes camerounais, enfin africains, je dirais que, comme je disais, c'est que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut croire en nous, il faut être patient, c'est-à-dire, les choses ne changent pas du jour au lendemain, on ne va pas de 0 à 100 du jour au lendemain. Mais ce qu'il faut, c'est de la discipline et de la persévérance. Donc, si le fait même de pouvoir parler de ces choses-là, fait que nous prenons conscience. Et quand on prend conscience d'un problème, c'est le début de la résolution. Bien sûr. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de persévérer et continuer à travailler jusqu'à ce que nous ayons de façon suffisamment de progrès pour être satisfaits. Mais moi, je suis optimiste par rapport à l'avenir des Africains ici aux États-Unis. Voilà, optimiste pour l'avenir des Africains ici aux États-Unis, c'est ce que nous dit Monsieur Alain Longa. Merci à tous ces présidents qui se sont succédés sur notre plateau de Théo Media Talk. Je vais parler du président de la communauté ivoirienne, M. Breka, et aujourd'hui le président de la communauté Mbaye Bassa du Cameroun, M. Alain Longa. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci d'être venu nous présenter de façon exhaustive vos communautés respectives. Merci de nous avoir édifiés sur l'importance de la communauté. Mesdames et messieurs, pour nos prochaines émissions, nous allons donc nous intéresser à l'entrepreneuriat dans la diaspora africaine ici aux États-Unis. Oui, nous allons partir vers des frères et des sœurs à la tête de certaines entreprises, à la tête de leurs propres entreprises pour explorer les challenges, pour voir comment ils s'organisent et nous espérons que ces initiatives vont donc intéresser, vont donc permettre à beaucoup d'autres Africains ici aux États-Unis de suivre leurs pas. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, je suis Théo Koukounian et en attendant nos prochaines émissions, je vous dis bonsoir et à très vite.